un salon où le bio et le fait main est mis en avant et qui se poursuit jusqu'au 20 octobre. Voilà, qui se poursuit jusqu'au 20 octobre. Et vous avez encore aujourd'hui pour pouvoir en profiter. Donc ça se passe donc à Cuba, devant la PC de Cuba. Vous êtes les bienvenus. Hein. Et j'aime bien les réactions. C'est du tac au tac hein, du docteur Yassine Bouafia. Tout de suite, il est venu, il a écouté, il a suivi le reportage. Il a dit, la pâte à raisin sans sucre, ça n'existe pas. Bonjour docteur, et expliquez-moi ça. Quelle entrée en la matière. Bah oui. Non, ne jetons pas l'opprobre sur nos chers amis exposants, mais en fait, il faut faire le distinguo entre sans sucre et sans sucre ajouté. Et la différence est énorme. Les pâtes de fruits ont un indice calorique élevé. Cependant, lorsqu'on traite le fruit pour le conserver, quelquefois il y a une diminution du goût, donc on s'amuse quelquefois à rajouter du sucre dans un but exhausteur de goût. Donc quand on parle de pâtes de figue ou de pâtes de coin ou de pâtes de raisin, il y a du sucre, il y en a même beaucoup, mais la différence c'est que c'est du sucre naturel. Généralement des dimères, c'est-à-dire que ce sont des sucres qui sont pas simples, pas complexes, qui sont intermédiaires. C'est un moindre mal, on va dire, notamment. Et ce sont des sucres qui n'entraînent pas une hyperglycémie, comme peut l'entraîner la consommation de sucre simple, ou par exemple de la limonade ou des sodas. Mais chez les personnes qui ont une sensibilité vis-à-vis du sucre, notamment les intolérants, les personnes qui ont une tendance à l'hyperglycémie, et qui ont du poids, c'est pas recommandé. Eh bien, qui ont du poids, transition toute faite, puisque aujourd'hui nous allons parler de l'obésité, spécialement chez les enfants. Et vous êtes avec nous, donc, docteur Yassine Bouafia, comme chaque semaine. Mais nous avons aussi une invitée, puisqu'elle est enseignante, et elle voit tout cela sur le terrain, puisqu'elle est en contact direct avec ses enfants. Elle est enseignante donc, de sciences. Bonjour, Madame Houria Salhi. Bonjour. Ça va? Bonjour tout le monde. Bon, alors... Oui, on va commencer d'abord avec le docteur, et ensuite je vous donnerai la parole. Donc on va continuer avec vous, docteur Yassine Bouafia. Comment définir l'obésité? Qu'est-ce que l'obésité finalement? Vous savez, la définition de l'obésité a beaucoup évolué. Il fut un temps où on considérait obèses les personnes qui avaient un excès de poids franc, c'est-à-dire visible, du point de vue morphologique. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. On parle d'obésité dès lors qu'il y a un excès de poids non plus franc et apparent, parce que de toute manière c'est subjectif, mais mesurable. J'explique mon propos. Si vous êtes dans une société où tout le monde est gros, on ne remarquera que le très gros. Mais si vous êtes dans une société où on mesure, on remarquera tout le monde. Et donc pour définir l'obésité, on parle de poids rapporté à la taille, rapporté au périmètre abdominal, rapporté à la mesure du pli cutané. Donc ce sont des index dont se sert le médecin pour déterminer le fait que cette personne a de l'excès de poids ou pas. Si on utilise le poids tout seul, ça ne marche pas. Imaginez une personne qui mesure 1m70 et qui est musclé. Il sera lourd. Il aura des os denses parce qu'il fait du sport. Et si vous prenez une personne sédentaire qui a du gras et qui a le même poids et la même taille, si on se sert uniquement du poids, on va se tromper. Donc il faut se servir d'autres éléments et finalement définir un excès pondéral et le classer, c'est du ressort du médecin. C'est lui qui va savoir utiliser les indices et les index dont il dispose pour placer la personne dans une catégorie d'excès de poids léger, moyen ou sévère. Oui, mais à quel moment... Qui sont toutes des obésités finalement. Justement, à quel moment peut-on dire qu'on commence à devenir obèse? Est-ce qu'il y a un poids à respecter, un poids, à ne pas dépasser? C'est toujours par rapport à la taille. Donc on utilise le Mass Body Index et on utilise le périmètre abdominal. Dès lors que le périmètre abdominal est élevé chez un homme ou chez une femme, même si par ailleurs la silhouette paraît normale, c'est déjà une obésité. Chez nous, avec 30 ans, c'est déjà une obésité. Alors qu'on considère que c'est le ventre du mariage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Très bien. Alors, je reviens vers vous, puisque vous êtes enseignante, Houria Salhi. Alors, vous avez remarqué, justement, sur le terrain, dans vos classes, des élèves, des enfants qui sont plus ou moins obèses, en tout cas qui ont pris du poids par rapport à d'autres. Et vous êtes là beaucoup plus pour sensibiliser ces enfants et beaucoup plus les parents sur ce qu'on appelle la malbouffe, carrément. Exactement, parce que dans nos classes, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants obèses ces derniers temps, ces dernières années, parce que ça fait 37 ans que j'enseigne, donc j'en ai vu. Donc il y a beaucoup d'enfants obèses. Et puis c'est dû à une alimentation qui est très riche en glucides. Ils mangent beaucoup de sucre. D'ailleurs, ils ont des poches pleines de gâteaux, de chocolat, des barres de chocolat.
dont la teneur est très très élevée en sucre. D'ailleurs, j'ai remarqué que les gâteaux d'aujourd'hui, qu'on mange aujourd'hui, les sucreries, les tablettes de chocolat sont très riches en sucre. Il y a une teneur assez élevée. D'ailleurs, ça augmente. Et puis, il y a une diminution de l'activité physique. Les enfants ne font plus de sport. Quand ils sortent, c'est la télévision, c'est les médias électroniques. Donc, ils ne font plus de sport. C'est une diminution de l'activité physique tout simplement. Auparavant, les enfants jouaient au vélo, sortaient avec leurs parents. Les week-ends, ils partaient par exemple à Bouchaoui ou autre dans des forêts pour marcher, pour courir. Mais maintenant, il n'y a rien. C'est l'école, c'est les cours. Ils sont tout le temps en train de voir la télévision, les jeux vidéo. Donc, ils sont assis à grignoter, puis c'est le poids qui augmente. Et puis ça donne des effets secondaires sur leur santé. Et puis il y a aussi le repas de midi dans des écoles. Moi c'est dans un CM que j'enseigne, mais il y a dans des écoles, il y a des repas qui sont riches en glucides. Donc il faut varier ces repas. Il faut voir la teneur. La teneur en glucides, en protéines, en tout, en fonction de l'âge de l'enfant, de leur apport énergétique. Oui, il faut voir. D'accord. Alors, vous êtes d'accord quand on dit les enfants d'aujourd'hui ne font pas assez de sport, pas d'activité physique? Vous savez, son constat est exact. Et je suis ravi de vous l'entendre dire parce que vous êtes quelque part l'acteur et le témoin de cette situation. Nous autres, côté médical, nous sommes complémentaires de vous parce que vous êtes en contact avec les enfants, on les voit à la consultation et on constate exactement la même chose. C'est absolument affolant. La prise de poids moyenne, parfois même pas à l'adolescence, mais déjà avant. Et c'est mesurable dans le sens où on constate des intolérances au glucose très tôt. On voit des glycémies à jeun supérieures à 1 gramme chez des enfants de 8 ans, 9 ans. C'est terrible. On voit des glycémies à jeun à 1,25 chez des adolescents qui ont 18 ans, 20 ans. Et on voit des diabètes de type 2, c'est-à-dire conséquents des comportements, chez des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. C'est quelque chose, vous auriez parlé de ça il y a 15-20 ans, on ne vous aurait pas cru. On vous aurait dit, va refaire ta médecine. Voilà, oui. Malheureusement, aujourd'hui, on voit ça. Et là où c'est dramatique, c'est lorsque, par exemple, dans l'exercice de la médecine, on reçoit souvent les gens qui viennent pour la visite prénuptiale. Donc ils viennent, on leur fait un examen physique et des analyses sanguines. Et c'est devenu terrible pour nous de devoir annoncer à ces candidats au mariage qui viennent pour une visite de routine qu'ils sont déjà intolérants au glucose, qu'ils ont une glycémie à jeun à 1,20 g. On fait des épreuves dynamiques, on trouve des glycémies augmentées, notamment chez les femmes. Et on leur annonce qu'ils sont en train d'achever de fabriquer leur diabète à un âge très précoce de leur vie. Et ça, vous savez, quand on connaît le génie maléfique de la maladie diabétique, c'est une maladie qui attaque le cerveau, le cœur, les artères, les reins, qui ne laisse rien. Nous, on connaît les yeux parce que c'est la partie la plus visible, mais c'est tardif et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est une maladie qui rend la personne faible, affaiblie, dépendante et qui entraîne une détérioration de la qualité de la vie de manière durable et prononcée, sans parler du coût social. Et in fine, après 15-20 ans d'évolution, c'est une maladie qui diminue l'espérance de vie de la personne d'une manière très sensible. Donc quand on parle de sucre, le sucre et le sel et la sédentarité, quand on parle, en arabe on dit le khubuth thalatha, khabith, c'est quelque chose d'hypocrite, parce que le sucre et le sel on s'en rend pas compte, mais ça agit sur le long terme. Moi j'ai pris l'habitude, pour essayer de sensibiliser mes patients, de leur dire la chose suivante. Vous connaissez le tabac? Vous connaissez les méfaits du tabac? Et le sucre, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que dans le sucre, il n'y a pas d'odeur. Le tabac, il y a une odeur, il y a de la saleté, c'est visible. Dans le sucre, non. Mais le génie maléfique du sucre et du tabac, c'est le même. C'est une action sur le long cours avec une modification des structures de notre corps et une modification du métabolisme qui fait que la personne plus tard va être malade de ce qu'elle fait aujourd'hui. D'accord. Eh bien justement, vous êtes professeur de sciences et c'est une matière, les sciences peuvent influencer aussi les enfants. Dans vos cours, est-ce que vous parlez souvent d'obésité, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger? Il y a le programme de première année moyenne. On parle d'ailleurs les premiers cours de sciences, on parle de l'analyse du lait, que c'est un aliment complet, etc., etc. Puis les enfants déjà, ils ont une notion
sur ça. Donc, ils savent que le lait, c'est un aliment complet, qu'il faut manger varié, qu'il faut manger des fruits, qu'il faut manger des légumes, déjà en première année moyenne. Ensuite, il y a la 4e année. En 4e année, on a tout un chapitre. On a 4 mois où on parle de l'alimentation chez l'homme. Donc, l'enfant, déjà, réagit. Il dit, voilà, je dois manger varié, je dois manger des fruits et des légumes. Sauf qu'il ne le fait pas. Voilà, je dois manger équilibré, je dois prendre mon petit déjeuner, parce que je vous assure que j'ai des enfants, enfin, c'est pas des enfants, c'est des adolescents, c'est qui viennent à 8 heures le ventre vide. Ouais. Qui n'ont pas pris leur petit déjeuner. De la dérégulation du sommeil, en plus de la dérégulation de l'alimentation, qui entraîne une gêne le matin au réveil qui fait que si on prend le petit-déj, on est mal, on a envie de rentrer. Oui, oui. Donc, vous voyez, c'est encore une autre conséquence et ça aggrave la situation. Oui. Oui, mais pourquoi que chez nous, enfin chez nos enfants? Non, c'est un peu partout dans le monde. Oui. Le problème, c'est que c'est propre, entre parenthèses, aux sociétés dites modernes ou de consommation qui oublient un petit peu ce qu'est l'être humain dans le sens animal du terme et quels sont ses besoins pour aller vers des choses artificielles, des choses que nous fabriquons. L'expression bien dite qui dit « nous fabriquons un enfer dans lequel nous vivons ». Nous le fabriquons, cet enfer. Ouais. Parce que l'être humain est faible, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Oui, ça c'est très mauvais. Circulation, stress. Oui. Oui. Ben, vous savez pourquoi il y a un mètre autour? Parce que le médecin utilise le mètre pour le périmètre abdominal. Parce qu'on mesure l'obésité au seuil lorsqu'elle est abdominale avant de devenir généralisée un petit peu. Tout à l'heure, vous parliez du repas alimentaire, du repas scolaire. J'ai envie de rebondir pour dire que ce ne sont pas les repas pris à l'intérieur de l'école lorsqu'ils sont préparés par la cantine scolaire qui posent problème. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui regrettent la disparition des cantines scolaires. Parce que lorsque le repas est préparé dans un établissement scolaire ou un établissement de groupe, une entreprise comme chez nous, on mange ici à la télévision, on a un repas équilibré, etc. Eh bien, en fait, ça prévient ce problème, tout simplement parce que les enfants ont un plateau dans lequel il y a une ration équilibrée et ils ne peuvent consommer que ça, à condition que les parents jouent le jeu. Et là, je reviens encore sur ce que vous disiez, vous avez tout à fait raison. Les parents remplissent les poches de leurs enfants, soit d'argent de poche pour acheter ça, soit directement de produits. Les parents doivent prendre conscience de la nocivité de ces produits et donc agir. Parce que le parent et l'enseignant et le médecin sont les 3 acteurs de l'éducation d'un enfant. Voilà, le repas n'est pas du tout... Voilà. Oula, les frites, oh là là. Justement, les parents aujourd'hui, on les voit, ils travaillent de plus en plus. La maman est au travail, le papa est au travail, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc ils vont acheter n'importe quoi. N'importe quoi. Sodas. Voilà, les sodas, exactement, les gâteaux. Au lieu de manger à midi un bon repas, ils vont manger des gâteaux, des biscuits. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui aux parents? J'espère qu'ils nous regardent. En fait, la sensation du goût chez le petit enfant et l'enfant est plus importante que chez l'adulte. Donc, l'enfant perçoit le goût plus fortement que l'adulte, ce qui explique qu'il a une difficulté pour prendre un repas épicé ou à base de légumes. Donc, en fait, ce sont les parents qui doivent s'en rendre compte et du coup être légers sur l'épice, bien sûr, le cumin et des choses que les enfants peuvent ne pas apprécier. Et puis, les parents doivent apprendre à leurs enfants à consommer des légumes de manière progressive et non contraignante. Donc l'enfant, il ne va pas manger facilement une aubergine ou des cardes ou des navets ou des carottes. Il va aller vers la pomme de terre tout simplement parce qu'il a un problème de goût, l'enfant. Il perçoit le goût fort. Donc lorsque les parents prennent le temps d'abord de faire des préparations adaptées du point de vue culinaire et ensuite d'être à l'écoute de leur enfant et de leur apprendre justement à interpréter le goût et à l'accepter, du coup l'enfant ensuite, il sera demandeur du plat préparé. Mais si les enfants refusent de manger, et il dit je veux ça, et les parents se plient, parce que c'est ce qu'on voit. Les parents se plient aux caprices de leurs enfants, ils pleurent à table, ils tapent sur Par exemple, c'est dur de faire manger ça à un enfant. Mais ça s'apprend. Si on a un enfant qui est à la maison qui tape avec sa cuillère dans l'assiette parce qu'il ne veut pas manger les légumes, et donc on lui donne la sucrerie, on lui donne de la limonade, eh bien les parents sont défaillants dans leur rôle. Donc les parents doivent être responsables et responsabilisés. Très bien. Et vous, en tant que prof, qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents? Enfin, je leur demande de changer ses habitudes, de donner de l'argent à leurs enfants, de bon matin, d'acheter des boîtes de jus ou autres. Je leur demande de leur préparer tout simplement le petit déjeuner. Ça prend même pas un quart d'heure, une demi-heure. Je leur donne leur lait, je prépare une galette ou des crêpes. C'est bon. Auparavant, on le faisait.
Même maintenant, moi, je le fais pour mes enfants. Je leur prépare de bon matin. Ils prennent un petit déjeuner copieux. Puis ensuite, c'est bon, jusqu'à midi. Docteur, quel est on va dire, le meilleur des petits déjeuners? Je parle bien du petit déjeuner, hein, pour un enfant. En fait, le petit déjeuner, c'est le repas cardinal de la journée. C'est la pierre angulaire, c'est là qu'on peut se faire plaisir. Donc au petit déjeuner, on peut prendre à peu près ce qu'on veut. Ceux qui ont envie d'un repas sucré peuvent prendre un repas sucré, ceux qui ont envie d'un repas salé peuvent prendre un repas salé ou alors un intermédiaire. Le petit déj peut être copieux. Faites-vous plaisir. Vous aimez manger au petit déj, faites-vous plaisir. Voilà. Parce qu'ensuite, dans la journée, on va consommer ce que l'on vient de... On va consommer du point de vue métabolique ce que l'on a avalé. Contrairement au déjeuner et surtout au dîner. Voilà. Alors chez nous, le problème, c'est qu'on saute le déjeuner, on mange n'importe quoi. Et le soir, on se rattrape. On prend un dîner copieux, et le dîner copieux est lui aussi une ineptie. Donc finalement, comme vous disiez tout à l'heure, il saute le petit-déj, c'est vrai, c'est une ineptie. Et en plus, le soir, il y a un dîner copieux, une deuxième ineptie. Voilà. Comment ne pas prendre de poids, comment ne pas être déséquilibré? Voilà. Donc on efface tout, on recommence. Voilà. Le petit-déj doit être copieux. Le déjeuner moyen et le dîner très léger. Parce que dîner et aller dormir, c'est comme si vous faites le plein dans une voiture pleine d'essence et vous la mettez au garage. Voilà. Ça va pas servir, ça va être du stock. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut dîner comme un pauvre. Oui, je me rappelle plus cette expression. Manger comme un riche, déjeuner, je sais plus comment, et dîner. Certes, effectivement. Et si on avait un autre appel à lancer, je le renouvelle, je l'ai déjà dit, c'est vraiment la création ou la recréation des cantines scolaires. Oui, des cantines scolaires, il faut que l'hygiène suive aussi. Hein. L'hygiène, ben, c'est un cadre, vous savez, ça c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est multidisciplinaire, que de recréer les cantines scolaires. Et je vous dis, et je l'ai déjà dit, et je le répète, pour ceux qui avancent l'argument du coût, ce n'est pas un vrai argument, c'est un faux argument. Pourquoi? Parce qu'il c'est beaucoup moins cher de créer, d'entretenir des cantines scolaires que de soigner des diabétiques et des hypertendus. On ne le répétera jamais assez. Autre chose, toujours dans le sens du rôle de l'État, c'est important. Quand on voit les autres pays, aux États-Unis par exemple, en Nouvelle-Zélande, etc., les taux de sucre dans l'alimentation sont désormais limités par des lois cadres. Voilà. Il y a un taux de sucre dans les boissons, qu'elles soient gazeuses ou non, qui ne peut plus être dépassé. On protège la population. Chez nous, cette loi n'existe pas encore. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, parce que je suis optimiste. Je dis qu'elle n'existe pas encore. Inch'Allah Rabbi yahdina, et que les pouvoirs publics prennent la décision d'interdire des taux élevés de sucre dans les aliments de la grande distribution. Ce serait un grand pas en avant. Après, on pourra parler du sel, mais il faudra faire une autre émission. Oui, avec vous. Aujourd'hui, on parle du sucre. D'accord, alors pour terminer, professeur, vous avez quelque chose à dire? Bon, alors je demande de limiter les tentations aux enfants, de manger beaucoup de fruits et des légumes. Au lieu de manger, par exemple, du chocolat ou des sucreries, de prendre une banane ou une pomme. C'est très bon pour la santé. Qu'un enfant va le faire. D'organiser des activités. Parce qu'on ne voit plus d'enfants qui jouent avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des vélos, courir ou autre. Et de marcher, surtout de marcher. Parce que je vois le tram, il est plein, archi plein d'écoliers, de lycéens ou de collégiens qui sont juste à deux pas. À deux pas, ils ne peuvent plus marcher. Alors qu'auparavant, on marchait. Oui, c'est vrai. C'est la marche. La marche, c'est le meilleur sport. Quand ils mangent et ils marchent, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un grand pas. Voilà. Bah, merci beaucoup d'être venu ce matin. Oui, un petit coucou à votre... Un petit coucou à Mélina et Isaac et Lydia. Qui vous regardent ce matin. Merci beaucoup en tout cas. Docteur, merci pour toutes ces réponses. Bon, c'est vrai qu'on pourrait en dire beaucoup sur l'obésité. On continue. Prendre conscience que le ventre est un motif de consultation et que c'est déjà une forme d'obésité, non pas apparente, mais au sens métabolique du terme, c'est déjà pas mal. D'accord, ça va, vous n'avez pas de ventre? Un petit peu, mais je lutte. Comme tout le monde. Il faut lutter. Voilà, comme quoi, docteur Bouafia, il est comme tout le monde. C'est pas un extraterrestre. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Allez, tout de suite, je vous propose une petite balade touristique du côté de Jijel avec Menel Boutouaba. On se retrouve juste après. Quoi de mieux qu'une randonnée en montagne pour découvrir les paysages édéniques dont recèle la région de Texena, cette localité perchée à 725 mètres d'altitude et où les massifs montagneux sont légion. C'est dire qu'à Jijel, il n'y a pas que le littoral qui attire les amoureux ou les habitués, le tourisme de montagne ou l'écotourisme y connaît un véritable boom.
Les gens ne connaissent de Jijel que la mer et les plages. Mais Jijel, c'est aussi d'autres potentialités. C'est aussi une très belle région montagneuse qui possède une grande richesse forestière qui constitue 80% de sa surface. Une balade riche en découvertes, à l'ombre des chênes, des cèdres et des hêtres. Les randonneurs ont marché 6 km, entourés des merveilles que Dame Nature déclinait devant eux. Cette balade était merveilleuse. J'espère que cette expérience se renouvellera parce que ça nous permet de décompresser et de respirer un peu d'air frais. C'était génial, ça m'a beaucoup plu. On a fait beaucoup de découvertes. Arrivé au sommet, une source naturelle d'eau fraîche a permis à ces passionnés de la nature de se désaltérer. Autant dire que tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette région la destination privilégiée des adeptes du tourisme de montagne. Mais les investissements dans le domaine tardent à venir. Je lance un appel à tous les investisseurs et tous les acteurs dans le domaine du tourisme afin d'accorder leur confiance en les potentialités et ressources naturelles de la wilaya de Jijel, car les opportunités d'investissement existent et les chances de réussite sont garanties. Plus de 6 millions de visiteurs se déversent sur les plages de sable blanc de Jijel chaque année. Ce genre de randonnée organisée régulièrement dans les massifs montagneux permet de dévoiler un autre visage féerique de cette wilaya de tous les tourismes. Voilà, comme quoi il existe encore, fort heureusement d'ailleurs, des gens qui vont faire de la marche, de la randonnée en pleine nature, dans des montagnes. Et ça, c'est bien. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup de... Bah tiens, vous allez sur Facebook, vous allez trouver plusieurs pages de groupes, voilà, de personnes qui ont créé des groupes pour pouvoir proposer de la randonnée, de la marche, etc. Vous allez en trouver plein. Ils vont du côté de Shri'a, du côté de Tikijda, du côté de Baïnem. Et ça, c'est bien. Si vous n'êtes pas au courant, allez tout simplement sur Facebook et vous allez trouver tout cela. On ajoute à cela tous les produits du terroir, 100% naturels. Et oui, comme dirait l'autre, que demande le peuple? Et justement, nous allons en parler tout de suite avec notre invité. Aujourd'hui, finalement, tout se suit. En plus, tout à l'heure, on va aller du côté d'Annama pour parler de cyclisme. Le cyclisme, c'est aussi un sport. Puis on terminera avec de la musique. Voilà. C'est parfait. Alors là, on va parler du musée de Médéa, le musée de Médéa qui va donc célébrer son 4e anniversaire. Voilà. Et j'aimerais juste rectifier parce qu'au début, j'avais dit que ça concernait tous les musées. Eh ben non, finalement, ça concerne un seul musée. C'est celui de Médéa qui célèbre son anniversaire au musée du Bardo. Voilà, il va nous expliquer tout de suite pourquoi célébrer son anniversaire dans un autre musée. Il s'agit donc du directeur du musée de Médéa, monsieur Belchab Bouhlan. Voilà. Bonjour, bienvenue à vous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Ça va, merci. Alors, un musée qui célèbre, qui fête son anniversaire dans un autre musée, pourquoi? Pourquoi pas, aussi. Ouais. C'est dans le cadre des échanges aussi, en fait, intermusées. Et on travaille beaucoup avec les autres musées. Donc nous sommes un nouveau musée, ça fait 4 ans qu'on existe sur la place muséale algérienne. Et on a l'habitude de travailler avec nos confrères, nos collègues des autres musées, que ce soit le musée du Bardo, les Antiquités, le musée Daoud Lamia, des Arts populaires d'Alger, et les autres musées, que ce soit Constantine, Oran, tout ça. D'ailleurs, il y avait eu un salon du pain ou les journées du pain où vous aviez invité plusieurs musées. Là, voilà, ça on le fait souvent. Donc c'est la 2e édition de cette année qu'on avait célébré aussi les journées du pain. Donc c'était dédié au pain traditionnel. Et c'était un concours, on a reçu beaucoup de monde et ça a beaucoup de succès cet événement. Et on reste toujours dans l'art culinaire et dans la... Pourquoi l'art culinaire, votre musée est spécialisé dans cela? Non, pas spécialement. Nous sommes dans les arts populaires. Dans les arts populaires. Ça fait partie des arts populaires. D'accord. Et parmi ces arts populaires, on travaille beaucoup sur le geste ancestral, c'est-à-dire ce geste qui est perpétué par les femmes, nos grands-mères, tout ça, c'est donné et partagé. Et on partage beaucoup les produits des terroirs ou carrément l'alimentation qui est partagée dans toutes les familles. La bonne alimentation, pas celle qui provoque l'obésité, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on est venu avec les produits du terroir. C'est un peu faire de la promotion... Il est beau le couffin, le petit couffin, le petit panier avec du raisin, des pommes.
Ça, voilà, c'est les produits de l'automne. Hein. Oui. Hop. Voilà, c'est rien. Accident. C'est pas grave. Voilà, donc la grenade fait partie des produits de l'automne aussi. Donc c'est une région aussi qu'on va retrouver la grenade de Messaad qui est connue. On a Ahmar Bouamad de Médéa qui est un peu le produit phare. C'est le raisin, mais justement, depuis tout à l'heure, je le regarde et je trouve qu'il est assez particulier ce raisin. Ahmar Bouamad, et si vous allez à Médéa, c'est le moment maintenant de faire Ahmar Bouamad. C'est un raisin autochtone hein, et c'est un peu les derniers raisins qui sont... Il est rouge. Voilà. Et c'est l'emblème de Médéa carrément. Hello. Il est trop bon. Donc, oui, alors on a aussi des pommes, des pommes, des et poires. Et ça commence? Oui, ça commence aussi. Les mandarines, de la métija, oui, mais de la clémentine. Et puis donc tous ces produits qu'on a essayé de mettre sur la table d'automne, c'est une façon de célébrer l'automne avec cette table. Et donc il n'y a pas que les fruits, donc il y aura carrément des recettes de mets, de plats traditionnels qui vont agrémenter cette table. Demain, j'invite les gens à venir nous rendre visite au musée du Bardo. Donc ça va se passer aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est la présentation et demain, on fait la dégustation. Donc demain, s'il y a des gens qui sont sur Alger, venez nous rendre visite. Comme ça, vous allez découvrir les produits du terroir, plus toutes les choses qui vont avec. Donc toutes les traditions qui sont autour des produits du terroir, que ce soit les plats. Il y aura plusieurs exposants? On a un peu du tourisme, de l'artisanat, mais beaucoup plus le musée qui est présent. C'est l'anniversaire du musée, donc on essaye d'être présent et montrer ce qu'on fait au musée, que ce soit la conservation et la mise en valeur de tout le patrimoine algérien. D'accord. Alors, Médéa, finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Médéa? C'est une petite ville très très agréable. La région est très belle. Il faut aller se promener dans les vergers. Combien de kilomètres? On est à 80 km d'Alger, donc 1 heure de route. On est dans le coteau de Médéa et on est dans la campagne carrément. Et là, si vous allez dans les petits villages, vous allez promener dans les vergers, des pommiers, vous allez sentir la terre, vous allez sentir les pommes, vous allez sentir des choses qu'on a tendance à oublier en ce moment. Et retrouver ces bonnes choses qu'on a oubliées aussi. La petite pomme, quand on va là, elle a beaucoup plus de goût que les pommes. Elle est plus juteuse et elle a plus de goût. C'est vrai que les pommes تاع دركا اللي ما فيهم حتى ناشفين. Donc là c'est donner aux gens cette sensation de goût. Donc redonner le goût aux gens des bons produits du terroir de chez nous. En plus, même la présentation, c'est très important parce que regardez comment vous avez ramené un petit panier qui est très bien présenté et on a envie tout de suite de manger. Voilà. Mais si on trouve, de nos jours, maintenant, si vous trouvez des raisins juste comme ça, vous n'avez pas envie de les manger. Mais même la présentation, le petit couffin, il y a des couleurs, on a tout de suite envie de manger. Voilà, c'est très important. C'est donner du visuel et puis donner envie aux gens d'aller déguster tout ça, développer le terroir de chez nous. Donc, il y a plein de choses. Il y a des coins, il y a des produits qui sont faits à base de fruits. Donc, Halwat al-Anab qui est confectionné en ce moment, qu'on va retrouver sur les étals pour rien ailleurs. On va retrouver le rob qui est ce sirop de raisin qu'on retrouve aussi à Médéa. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on va découvrir, que les gens ont commencé à oublier. Et notre rôle au musée, c'est revenir à ces traditions. Très bien. Sinon, le musée, c'est quoi sa spécialité? Vous avez dit que c'est... le musée des arts, traditions populaires. Des arts, traditions et populaires, d'accord. Est-ce que vous avez abrité plusieurs expositions? Oui, beaucoup. Nous sommes donc, c'est la 4e année du musée depuis qu'il existe. C'est un musée qui a été créé en 2010. Et chaque année, on a un programme assez riche et varié dans toutes les disciplines confondues, que ce soit, on a des expos photos, on a des expos, chaque année, le mois du patrimoine, donc il y a une thématique. Cette année, c'était le Sabbat, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la fête du pain, on fait une année ailleurs. Et en ce moment, est-ce qu'il y a une exposition? Au mois de novembre, pour le 60e anniversaire de déclenchement de la guerre de libération, on a prévu une expo photo, la petite exposition qui a été, nous on l'avait compactée pour la recevoir dans le musée, l'exposition des Moudjahidettes qu'on a vue au musée du Mama d'Alger. Donc celle-là, on l'a compactée pour la mettre au musée de Médéa.
Et en parallèle, la première semaine du mois de novembre, on aura les journées du film sur le patrimoine, autour du film populaire. D'accord. Donc le musée travaille bien. Oui. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des activités que vous proposez au public. Donc on va rappeler les rendez-vous. C'est aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui, on rappelle qu'est-ce qui se passe exactement? On va faire la présentation du musée avec la table d'automne. Donc les gens peuvent visiter la cour du musée du Bardo. Et ils vont... Vous avez de la chance parce qu'il fait beau. Oui. Voilà. Franchement, vous avez eu de la chance. Hein. Aujourd'hui et demain, il va faire beau. À partir de jeudi. C'est pas prévu, mais nous, c'est la chance du musée. Et demain, donc, il y aura des gens qui vont venir des médias, une association avec qui on travaille, Asabi al-Dahabia, et d'autres personnes, de la famille, des amis, des musées. Tout le monde va se regrouper au musée du Bardo et partager avec nous ces moments de fête, parce qu'en fait, c'est la fête et le partage. On va goûter du couscous, la rechta, des choses comme ça. Donc vous êtes cordialement invités à venir nous voir au musée du Bardo. Oui. Donc ça se passe la journée. Puis il y aura une petite sonorité musicale en andalouse pour agrémenter ce... D'accord. Très bien. Voilà, l'invitation est lancée à partir donc aujourd'hui et demain surtout donc au musée du Bardo. Allez-y pour fêter tous ensemble le 4e anniversaire donc du musée de Médéa qui vous proposera des mets traditionnels mais aussi des produits du terroir comme vous venez de voir ces beaux fruits qu'on a sur cette table. D'ailleurs, ça s'appelle la table d'automne. Merci beaucoup d'être venu. Bonne fête. Merci. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup et à bientôt alors. Inch'Allah. Un petit coucou. J'ai promis à ma sœur qui habite en France un petit coucou. Après la cousine, la sœur. Non, plutôt parce qu'elle insiste. Ma sœur Saleha qui est sur la Côte d'Azur en ce moment qui nous regarde, que je salue. Ouais, elle n'a pas besoin de fruits sur la Côte d'Azur. Elle en a, mais bon. Bien, ça c'est clair. Voilà, donc on vous offre cette corbeille de loin, juste comme ça. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Voilà. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale avec Yasmine Ammari. Oui, elle fait de plus en plus parler d'elle, même si elle avait fait déjà parler d'elle quand elle était toute petite, puisqu'elle avait chanté avec son père. On connaît tous l'histoire. Mais bon, depuis, elle a évolué, sa voix aussi a évolué. Elle a une voix douce et puissante à la fois. Et c'est vrai qu'elle a une présence, même sur scène. On l'écoute tout de suite.
Voilà, c'était donc un extrait du clip de Yasmine Hamari dans Bonjour d'Algérie. Et tout de suite, le flash d'information avec Fella Hamadi. Bonjour Fella. Bonjour Lilia, madame, mademoiselle, monsieur. Bonjour. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans les daïras d'Ingezem, wilaya de Tamanrasset et de Borj Barji Mortar, wilaya d'Adrar, au cours de laquelle il évaluera l'état d'exécution et d'avancement du programme de développement socio-économique. Et cette visite permettra au Premier ministre d'inspecter et d'inaugurer des projets relevant de plusieurs secteurs, dont celui de l'habitat, de l'agriculture et de l'énergie notamment. Une mise en œuvre rapide de plusieurs mesures d'amélioration sur la rémunération, le logement, l'organisation et les conditions de travail et la représentation des agents de la Sûreté nationale a été décidée à l'issue d'une réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre Abdelmalek Sellal. En matière de rémunération, justement, eh bien, la réunion qui a été consacrée à l'examen des questions liées à la situation socio-professionnelle des fonctionnaires de la Sûreté nationale, eh bien, a décidé la confirmation de la mise en œuvre d'une indemnité au profit des agents de la Sûreté nationale avec effet à compter du 1er novembre 2014. C'est ce que relève en tout cas le communiqué du cabinet du Premier ministre. L'actualité à l'étranger, santé, Ebola, l'aide aux pays africains frappés par ce virus devrait dominer les débats entre les ministres européens des Affaires étrangères réunis aujourd'hui à Luxembourg et qui devraient notamment garantir aux travailleurs humanitaires des rapatriements d'urgence en cas d'infection. Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, le pays le plus touché par le virus, a exhorté chaque nation à se mobiliser dans une lettre ouverte publiée hier. L'armée américaine a largué hier des armes, des munitions et du matériel médical aux Kurdes de Syrie, assiégés dans la ville syrienne de Kobané. Vous le savez, près de la frontière turque, les combattants turcs aidés des frappes aériennes de la coalition internationale ont infligé des pertes importantes à l'organisation terroriste appelée État islamique qui occupe 50% de Kobané après plus d'un mois de combat. Et puis pour finir, en Irak, un attentat a été perpétré par un kamikaze dans une mosquée à l'ouest de la capitale irakienne, faisant au moins 18 morts. Voilà donc pour l'essentiel. Merci beaucoup Fella. On vous retrouve à midi pour le journal complet. Et tout de suite, on passe à la météo, le deuxième point. Suivons l'air du temps avec Mobilis. C'est à vous, Feriel Chir, pour un deuxième point météo. Vous nous avez annoncé tout à l'heure que les températures allaient baisser dès jeudi, n'est-ce pas? Tout à fait, à partir de jeudi. Rebonjour à vous et rebonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. En attendant, le temps restera chaud au nord comme au sud. Le soleil sera très présent. Regardez, la carte parle d'elle-même. Grand soleil après dissipation de brume, des nuages bas après des côtes. Des soulèvements de sable sont prévus à partir de l'après-midi, notamment vers le Sahara central, le sud de la Sahara. Côté température à présent, eh bien le mercure atteindra cet après-midi les 34 degrés à Alger, comme à Oran, 36 Tlemcen, Tiarat, Chlef, 26 Al-Bayd, Dulfa, Betna, 28 degrés à Sétif, 34 à Guelma, Tizi Ouzou, 30 à Nabas, Kikda, 32 sur la partie sud à Béchar, 34 Biskra, Hassim Saoud, 33 Elizi, Gardaya. Ça varie entre 36 et 38 degrés au Sahara central, même température pour l'extrême sud. Et vous l'avez compris, c'est le maximum. Et enfin, 29 pour Tamanrasset et Janet. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h05. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les3w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention et puis profitez bien du soleil. À tout à l'heure. Et l'argent lui revient aussi sur la poursuite. Mais la médaille d'or était en concurrence contre le rythme effréné et fort de la Tunisienne, championne arabe Nour Dissem.
ان شاء الله بالسيدات الميضمه ان شاء الله غدوه تشوفونا في الباري كي بورسويت ان شاء الله نديروا حاجه انا معولين الميداي دار ان شاء الله. La deuxième médaille est algérienne aussi, une médaille de bronze qui est remportée par Sassan Khassib sur la vitesse. اليوم النتيجة كانت شوية قاسية نظرا للعتاد، ما عندناش عتاد قوي كما العتاد الإمارات ومالغري تو ثم حققنا نتيجة ملاحة ونحمد ربي مع التدريبات اللي درناها مع المدرب مصطفى علال. De manière générale, aujourd'hui les Émiratis ont dominé cette première journée de piste, suivie des Marocains et des Égyptiens. Voilà, vous l'aurez compris, les Émiratis hier ont presque dominé tous les cyclistes, toutes les nationalités. Et sans plus tarder, j'accueille avec moi Monsieur Brahim Boudiaf. Il est membre du bureau fédéral de la Fédération algérienne de cyclisme. Brahim, bonjour. Bonjour. Et voilà Brahim, donc qu'en est-il des Algériens? Bon, pour la première journée, ça a été un peu difficile, mais on a été présents. Alors sur 9 podiums possibles, on a été 5 fois, avec ces médailles en prime. Donc l'honneur revient aux dames, avec Tihar Aïcha, avec 2 médailles, une médaille en argent, une médaille en bronze. Et pour nos capés garçons élite junior, donc ils ont eu 4 médailles de bronze. Voilà. Donc, sur les épreuves de vitesse 200 mètres, poursuite individuelle et le scratch en finale directe. Finale directe. Donc aujourd'hui c'est la deuxième journée. 3 courses aujourd'hui qui vont être exécutées ici au stade Chabou à Annaba. Donc quelles sont les disciplines de cet après-midi? Donc ils ont commencé déjà, comme vous l'entendez, et vous voyez un petit peu les cyclistes qui sont en train de tourner et faire les entraînements. Donc dans pas longtemps ils vont commencer. Donc qu'en est-il de... Alors pour le programme de la deuxième journée, donc on va entamer la matinée avec les éliminatoires de poursuite par équipe. Après, s'en suivra la finale directe course vitesse 500 mètres pour les dames, le kilomètre pour le junior et le kilomètre pour le senior. Et l'après-midi, ça va être une course au point. Donc, on aura beaucoup de chances à glaner des médailles en vermeil, j'espère. Brahim, vous qui êtes membre du bureau fédéral de la Fédération algérienne de cyclisme, donc le retour du cyclisme dans la wilaya de Annaba. C'est un plaisir, c'est un réel plaisir de retrouver Annaba, un des pôles du cyclisme national et du sport en général, du sport. Donc c'est avec une immense joie qu'on est retourné sur la piste de Aïchabo, qui nous a tellement manqué, voilà, oui, et qui nous a gratifié de beaucoup de médailles, beaucoup de résultats positifs. Donc ce soir, peut-être des médailles d'or? Espérons-le, Inch'Allah. On y croit fortement. Voilà, on y croise les doigts, Lilia, et pour les Algériens qui peut-être, et on espère, on croise les doigts, vont décrocher beaucoup de médailles d'or. Et moi je vous dis à ce soir au JT de Canal 19h, le JT de Canal Algérie, pour le résumé complet de cette deuxième journée. Merci beaucoup Rochdi Abdallah Khouja, merci pour ces informations. Bonne chance pour nos athlètes, bonne chance pour nos cyclistes. Encore des médailles, toujours des médailles. On vous retrouve donc à 19h avec certainement un reportage complet sur la journée d'aujourd'hui. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le championnat arabe de cyclisme. Et tout de suite, on va parler musique. Et on va écouter dans un tout petit moment de la musique avec une invitée qui a une très belle voix, qui a un parcours assez riche, vous allez voir, qui a été absente de la musique, de la scène pendant, on va dire, presque 10 ans. Et puis là, elle est de retour, un retour en force avec un album, puisqu'elle en a eu déjà 2 auparavant. Elle nous vient tout droit de Paris. Il s'agit de Mariam Beldi. Bonjour. Bonjour Lilia, je te remercie de m'avoir invitée dans ton émission. Merci beaucoup d'être là. En plus, non seulement j'apprécie cet artiste, et je l'apprécie encore plus parce que dans la vie, c'est une amie à l'artiste Souad Asla, c'est ça? Oui, c'est mon Donc, amie. on va lui passer un petit coucou, j'espère qu'elle nous regarde ce matin, Souad Asla, même si vous êtes dans 2 univers complètement différents. Exactement. Voilà, alors vous, c'est la musique andalouse. Oui. N'est-ce pas? On va commencer tout doucement, Mariam Beldi, puisque votre parcours, on va dire,
est assez exceptionnel. Vous avez commencé avec de la musique andalouse, ensuite vous avez laissé tomber cette musique pour faire autre chose, notamment... J'ai fait une coupure, d'une dizaine d'années pour des raisons, pour d'autres priorités, voilà, raisons familiales. Raison familiale, Oui. vous avez aussi été hôtesse de l'air. Oui. Moi je me disais, hein, quand vous êtes rentrée, je me disais, hôtesse de l'air, hôtesse de l'air. Compte, c'est du passé, oui, j'étais effectivement hôtesse de l'air entre 99 et 2005. D'accord, mais la musique toujours, cette passion pour la musique. Toujours, j'ai commencé dès l'âge à 6 ans et demi. Conservatoire? Oui, non, Sanaa d'Alger, l'école, l'association Jazairi Al-Moussilia. Vous avez eu le prof Ben Salah? Oui, effectivement, où j'ai fait une formation pure et dure. Ben Salsa, pardon. Ben Salsa. Oui, j'ai eu comme chef d'orchestre en classe demi-supérieure Farid Ben Salsa, qui est l'actuel chef d'orchestre de l'association Al-Moussili à Saint-Denis, voilà, l'Île-de-France. Et en classe supérieure, j'ai eu l'honneur de travailler avec mon chef d'orchestre Nasreddin Ben Marabat, voilà, qui est l'actuel chef d'orchestre de l'Al-Moussili al-Jazairi. D'accord. Et ensuite, quand on fait partie comme ça d'une école ou d'une association de musique andalouse, comment on se lance dans une carrière solo? Ça s'est fait comme ça du jour au lendemain, car j'ai eu une expérience de 2 années, entre 96 et 98, avec le grand monsieur Nordin Saoudi. On a préparé l'expo universelle à Lisbonne, et juste après ça, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va se lancer. Et voilà, en 2001, entre 2001 et 2002, j'ai fait sortir mon premier album intitulé Ya Rachel Fettel. Voilà. Justement, on va écouter un extrait. Oui. On écoute déjà un extrait, histoire que vous ayez une idée sur sa voix, au cas où vous ne la connaissez pas. Regardez, écoutez. Alors ça, c'est un extrait. Alors ça, celui-là, c'est le deuxième album, pas le premier. Du deuxième. Voilà, le deuxième album qui a été sorti en 2003. Nous Bahsin. Nous Bahsin, sous la direction de monsieur Nasser Ben Marabat. Je l'ai enregistré dans un studio renommé de Bou Abdallah Zarouqi. Voilà, ça c'est Qadriya. Qadriya de la Nous Bahsin. D'accord. Alors, justement, bon, les noubettes, c'est vrai que c'est compliqué pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans la musique andalouse. Mais bon, quand vous dites Nous Bahsin, et là, par exemple, le premier album, c'est Ya Racha Feten. C'est quoi la différence? Ya Rachel Feten. Alors cet album, il y a Nqlabat, il y a juste Nqlabat, une suite de Nqlabat, Ya Rachel Feten, il y a Bahil Jamal, et la deuxième partie, il y a Al-Hawaza, dans la fameuse chanson Malh Bibi Malou de Fadila Dzeria, Sefet Shma Belqendil, voilà. Est-ce qu'on peut écouter un extrait du premier album? Voilà, parce que ce qu'on va écouter maintenant, c'est le tout premier album de Malim Beldi. Moi, j'aimerais bien écouter Malh Bibi Malou. Ouais, c'est la numéro 7. Numéro 7, s'il vous plaît. J'ai envie d'écouter ça et ensuite vous écouterez ce que vous voulez. Mais moi, j'ai envie d'écouter Malh Bibi Malou, la 7e, s'il vous plaît. On va écouter ça dans un tout petit moment. Alors, Mariam Beldi, voilà, on écoute et on revient à vous. C'est juste magnifique, vous avez une voix exceptionnelle. Waouh, très très belle voix. Allah Ibarak. Allah Ibarak. C'est vrai que quand on chante, quand on évolue dans la musique andalouse, il faut quand même avoir
Je sais pas maintenant si c'est une idée faite, mais si on prend par exemple Lila Boursali, moi je prendrais comme exemple Lila Boursali, ou vous-même, il faut être très posé, très calme. Je sais pas si c'est juste une idée. Vous voulez dire une certaine prestance, peut-être une certaine présence surtout. Hein. Présence, mais non. Vous prenez d'autres artistes dans d'autres styles, ils ont aussi une présence. Mais la musique andalouse, il faut être posé. En fait, la musique andalouse, il faut savoir que c'est une musique qui vient de l'Andalousie médiévale. Donc, elle se jouait à l'époque hein, dans des cours. Et on essaie de garder toujours cette image. Mais pour être franche avec vous, moi, j'essaie de sortir de cette image. Voilà. Et, la preuve. Voilà. Regardez, vous êtes en jean. Oui, cool. Voilà. Et j'essaie de transmettre cette musique-là aux plus jeunes, voilà, qui s'intéressent un petit peu plus à cette musique par l'interprétation, par la façon de jouer, voilà. Vous avez déjà pensé à enseigner cette musique, peut-être, à votre manière? Non, pas du tout. Moi, je suis qu'une interprète, voilà, toute petite interprète. J'essaie de transmettre ça à mon public et pas plus. Très bien. Il y a des maîtres pour ça, je pense, pour transmettre la musique arabo-andalouse à leurs disciples. D'accord. Alors, on va écouter un autre extrait, Ya Racha. Ya Bahil Jamal. Ya Bahil Jamal. Oui, c'est un qalab Zidane qui se chante beaucoup à Constantine. On écoute. Voilà, ça c'était au niveau de la régie. Ils voulaient écouter Ya Racha. Oui, on leur fait plaisir parce que vous avez une belle voix et on veut en profiter. Vous avez déjà fait de la scène ici à Alger? Jamais. Jamais. C'est votre première télé ici? C'est ma première télé. Ah je suis très contente que ce soit fait avec moi, franchement. Voilà, très contente. Et la scène, donc, il faudra faire des concerts aussi. Inch'Allah. Vous avez un orchestre? Oui, j'ai des musiciens qui sont sur Paris et j'ai d'autres musiciens ici sur Alger aussi. D'accord. Et allez, on se fait encore plaisir avec toujours ce premier album, n'est-ce pas? Ya Bahil Jamal. Et ensuite, on découvrira le tout dernier album. Voilà, c'est juste magnifique ce que vous nous proposez, Mariam Beldi, franchement, même point de vue musical. Alors, il faut parler de l'orchestre qui vous accompagne ici, spécialement sur cet extrait qu'on vient d'écouter. Sur cet extrait, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux grands artistes.
Radouane Boutriche à la percussion, aussi au piano. Et j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec Mohamed Tesco qui m'a joué tous les instruments, violon. Et c'est l'actuel Mohamed Yassine, voilà, celui qui fait actuellement les variétés. D'accord, Mohamed Yassine. Voilà, à l'époque, avant qu'il se lance dans le... Très bien, voilà, dans le chant. Dans le chant. D'accord, et ben on les salue parce que très belle musique, même la voix, enfin l'orchestration, même le son que vous proposez dans cet album. Alors, c'est vrai qu'on a parlé... comment? Qu'est-ce que vous voulez du côté de la régie? Oui, on va passer tout de suite au troisième album et le dernier, puisque vous venez, après quelques années d'absence, vous venez avec, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure de retour en force, parce que vous n'avez pas laissé tomber la musique et vous êtes venu avec ce tout dernier album, alors Nouba Zidane. Oui, Nouba Zidane. Alors cette Nouba a été enregistrée à Paris, dans un studio d'enregistrement très renommé, avec qui ils ont enregistré avec des artistes de la variété française, comme Patrick Bruel, etc. Et je l'ai fait avec 3 de mes amis musiciens. Au mandol, la mandoline et au oud, mon ami Nordine Aliane. Au violon et l'alto, Mokran Adlani, qui joue avec Takfarines. Et le dernier, Derbouka et la percussion, Youssef Allani, qui est le percussionniste de Mawsili à Paris. Et en sachant que ces 3 artistes viennent tous de la musique arabo-andalouse, de la Sanaa d'Alger. Il y a un qui vient de l'Amraouia, Mokran vient de l'Amraouia, de Tizi Ouzou. Nordine Aliane, c'est un élève de Nordine, monsieur Nordine Saoudi, qui vient de Sendoussia. Et à la percussion, Youssef, c'est un élève de Mousselia. Tous des professionnels. Tous des professionnels. Et ce qui est super, c'est que tous, ils font un petit peu la musique du monde. D'accord. Voilà. Il y en a qui font du charbi, il y en a d'autres qui font la musique. Voilà. Alors, je vais vous interrompre parce que vous êtes généreuse, vous parlez de tout le monde. Nous, on parle de vous et vous parlez des autres. C'est bien, ça c'est l'artiste généreux qui reconnaît aussi le travail effectué par ceux qui l'accompagnent. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait de ce tout dernier album qui n'est pas encore sorti. Il sortira début novembre par Édition Pas du tout. D'accord, donc on a la chance de l'avoir, on peut dire, en exclusivité. On écoute. Alors ça c'est Ahabba Qalbi. Ahabba Qalbi, oui, Nqlab Zidane. D'accord, très, encore une fois, une belle voix. C'est que vous, même le côté musical est très important chez vous parce qu'il y a une certaine originalité. Oui. C'est assez rythmé parce qu'on sent toujours on dit toujours que la musique andalouse c'est très, c'est lent. Il y a une certaine lenteur. C'est lent, tout dépend des musiciens. Moi, je ne voulais pas de ça dans mon album. J'ai repris, je suis qu'une interprète. Hein, vous la faites à votre manière. Je l'ai faite, c'est-à-dire, c'est les musiciens, j'ai eu des musiciens, enfin, on entend des subtilités de chaque instrument. Ouais. Voilà. D'accord. La musique andalouse, c'est une musique monophonique, hein, comme tout le monde le sait. Et moi, j'ai essayé de rapporter une petite touche musicale, c'est-à-dire quand il y a un jeu de groupe, on entend la mandoline par-ci, on entend tous les instruments. Voilà. Il n'y a pas un instrument qui passe beaucoup plus que l'autre. Exactement. Et la particularité aussi dans cet album, c'est l'esterbar. Oui. J'ai choisi un esтерbar, un poème de Abou Zamrak qui était vizir à l'époque du roi. D'accord. En Andalousie médiévale. Et la particularité, c'est que j'ai fait une déclamation. D'accord. Alors, avant d'écouter cet esтерbar, c'est ça? C'est numéro 7. 5, d'accord, Esтерbar, voilà, 5. Avant de l'écouter, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et moi je veux profiter au maximum, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, Chabé. Oui. Parce qu'à ce qui paraît, vous chantez le Chabé aussi. Oui, je chante le Chabé depuis peu de temps, oui. Même pas une année, effectivement.
C'est une dérivée de l'andalou aussi, C'est hein, le dérivé de chabé. l'andalou, oui. Et vous voulez former un groupe de chabé au féminin? Non, pas vous du- avez formé? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Je rectifie, excuse-moi Mourad. Bon, alors, comment ça s'est fait? Il y a un groupe, intitulé Chabé au féminin qui tombe très très bien à Paris, en espérant faire aussi des concerts sur Alger. L'initiature de projet, c'est Mourad Achour. Oui, et vous allez en faire partie? J'en fais partie, je Vous suis en une des faites. 6 phares parce qu'ils tombent très bien le chabé au féminin. Et là, où je reprends une des chansons des grands maîtres, Boutchmal Al-Aqis. Très bien. On peut écouter un acapella? Vous voulez Oui, une femme qui chante le chabé, ça court pas les rues, hein, donc on va en profiter. Avec plaisir. راح الغالي راح والدغرام معاه راح الغالي راح والدغرام معاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه خلاني نسأل في الغاشي عاللي راح وما ولا شي انا ظنيت ما ينساشي ذكرياتي معاه خلاني نبكي في الغاشي عاللي راح وما ولا شي انا ظنيت ما ينساشي ذكرياتي معاه هجر طاير وما ولا شي سافر وخياله خلاه هجر طاير وما ولا شي سافر وخياله خلاه راح الغالي راح والدغرام معاه راح الغالي راح والدغرام معاه خلاني نبكي ونفكر لاني وين نلقاه خلاني نبكي ونفكر وين نلقاه راحت لي شويه là. Non, là, je pouvais pas l'arrêter parce que خلاص الوقت, on n'a plus le temps la diffusion. S'il vous plaît, attendez 2 secondes, le temps de dire au revoir. Merci beaucoup, Mariam Beldi. J'espère que vous reviendrez nous voir, Inch'Allah, très bientôt. En tout cas, à la sortie de l'album, vous revenez, Inch'Allah. Et j'espère que vous aurez plein de dates ici à Alger et en Algérie. Et surtout pour l'événement Constantine, capitale de la culture islamique. Voilà, vous allez pouvoir y participer. Merci. On va terminer avec l'Estirbar et on se donne rendez-vous demain à 8h, 9h30. Et j'espère que notre invité reviendra, Inch'Allah. Je vous le promets, elle reviendra. Merci.